Bonjour et merci à tous de me rejoindre dans cette vidéo qui s'annonce palpitante. Regardez sur mon bureau, je ne sais pas si on voit bien, tout ça ce sont des cartes mémoire qui sont pleines de rush de vidéos. Et pour mon grand malheur, je ne peux pas les formater, je ne peux pas effacer le contenu, donc je ne peux pas m'en servir. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai pour habitude de ne jamais supprimer le contenu d'une carte mémoire avant que la vidéo finale soit publiée sur YouTube. Donc ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est qu'on va faire le ménage sur une partie de ces cartes. On va regarder ensemble le contenu. Ce que je vais vous montrer, ce sont des vidéos ou des bouts de vidéos qui ont été tournés il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, voire peut-être presque un an et qui n'ont jamais été publiés sur Ici Japon. Nous allons découvrir ensemble 8 histoires courtes. Après chaque petit épisode, chaque petite capsule, je vais vous dire pourquoi est-ce que la vidéo n'est jamais sortie sur YouTube. Et sans plus attendre, on commence. Mettez-vous à l'aise, ça risque de durer assez longtemps. Et restez jusqu'à la fin, la vidéo qui me tient le plus à cœur sera à la fin. Mais avant ça, on commence tout de suite par une vidéo d'exploration qui aurait pu être un X-Site. Âme sensible, s'abstenir. Nous sommes fin juin 2019, vendredi 11h du soir. Je suis avec Akiko posé devant une série Netflix et mon téléphone sonne. Au bout du fil, c'est Ben qui me dit « Je suis avec 2 amis explorateurs français, demain on va faire quelques lieux, est-ce que ça te tente ?» Évidemment, ça me tente. Le lendemain matin, 4h, je me lève, je prépare mon matos et je retrouve Ben, Maxime et David. On se dirige vers la campagne japonaise, j'ai aucune idée ou presque de ce qu'on va faire de la journée et notre premier arrêt, c'est une espèce de voie ferrée sur laquelle sont stockés d'anciens wagons ou même d'anciens trains. Mais malheureusement, ça arrive régulièrement, l'exploration ne se déroule pas comme on l'avait prévu. Il y a des barrières qui avaient été mises en place parce que finalement, ils ont décidé de rénover certains trains. Et du coup, on a pu accéder à l'endroit le plus intéressant de la zone, là où il y a les trains les plus intéressants. Donc on abandonne, on rebrousse chemin et on se dirige vers notre deuxième objectif qui est l'objectif principal de la journée. 1 ou 2 heures plus tard, on se retrouve sur une toute petite route de montagne, une route très peu empruntée, quasiment pas entretenue. On s'enfonce entre des grands arbres et dans un épais brouillard. On est dans une ambiance un petit peu à la Silent Hill, c'est parfait. Et après environ 30 minutes de petite route, on arrive là où on voulait arriver, c'est-à-dire à l'entrée d'un petit chemin qui mène dans la montagne. Et ce chemin doit nous mener à une école abandonnée qui est tout au sommet. Première chose qu'on remarque déjà, c'est qu'à l'entrée du chemin, il y a 2 voitures de garées. La première, apparemment, n'a pas bougé depuis des années, elle est rouillée, elle a des pneus crevés. Et la deuxième paraît en meilleur état, mais quand on regarde de plus près à l'intérieur, les sièges sont éventrés, il y a des tonnes de papier et de poubelles partout à l'intérieur. Donc on se dit logiquement que ce sont 2 véhicules abandonnés. On s'enfonce sur le petit chemin qui mène dans la montagne, petit chemin qui est à peine visible, hein, on voit que ça fait longtemps qu'il n'a pas été emprunté. Et avant d'arriver à l'école, on passe par un village abandonné. Imaginez-vous une dizaine de maisons en bois recouvertes de verdure comme ça, dans le silence de la montagne, qu'on découvre. L'exploration s'engage plutôt bien. Mais arrivé au milieu du village, Ben remarque à l'entrée d'une des maisons un espèce de... Alors je ne suis pas sûr de l'espèce, on va dire que c'était un furet, un petit furet, un bébé furet qui était pris au piège. Il avait une patte complètement coincée dans du filet de pêche et il faisait vraiment beaucoup de peine à voir. Il était tout entouré de mouches, on voit qu'il était là depuis des jours et clairement il était voué à une mort certaine. Alors peut-être que raconté comme ça, la scène n'a pas l'air exceptionnelle, mais quand on trouve un animal sauvage qui est pris au piège, qu'on a envie d'aider et qu'on ne sait pas comment aider, c'est pas si facile que ça. On est dans la montagne, hein, vraiment coupé de toute civilisation, il y a vraiment personne à proximité, je crois qu'on n'a même pas de réseau téléphonique. Et il faut qu'on agisse, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est David qui est le plus téméraire et qui décide de se rapprocher de l'animal pour le libérer. Et heureusement, Maxime, qui est un explorateur aguerri, avait vraiment tout ce qu'il fallait avec lui. Il avait de l'eau, il avait des gants, il avait un couteau bien aiguisé. Bref, on pensait que ce serait assez facile avec ça de libérer l'animal. Mais ce qu'on a découvert en s'approchant, c'est que l'animal qui avait lutté dans son filet de pêche pendant des jours et des jours, avait le filet vraiment empêtré
dans ses chairs et sa patte prise au piège avait même commencé à pourrir, elle était pleine de verre, elle dégageait une odeur nauséabonde. David s'attendait pas à trouver ce spectacle, mais ça l'a pas empêché de lutter pendant plusieurs minutes pour essayer d'enlever tous les petits morceaux de filet coincés dans la pâte, mais sans succès, c'était impossible de couper sans aller dans les chairs. Et à ce moment-là, on s'est concerté, on a dû prendre une décision, je ne sais pas si c'est la bonne, mais les seuls choix qui nous venaient à l'esprit, c'était soit d'achever l'animal pour ne pas le laisser souffrir encore plusieurs journées comme ça, soit de lui couper la patte. Je sais que derrière votre écran, il y en a quelques-uns qui se disent « bande de chochottes, c'est rien du tout, vous êtes des hommes ou quoi ?» En vrai, quand tu es dans ce genre de situation et que on n'a pas l'habitude de ça, c'est pas facile. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de couper la patte du furet, c'est David qui l'a fait. Et à notre grande surprise, ça a été relativement simple, enfin moins pour David qui a dû couper la patte, mais l'animal n'a pas du tout souffert, puisqu'apparemment sa patte avait plus du tout de sensation, je pense, depuis longtemps. Et il est parti un petit peu en courant, quasiment comme un cabri, se réfugier dans les combles de la maison. Ça faisait plusieurs minutes qu'on le voyait, qu'il bougeait quasiment pas, qu'il était très affaibli, et là, dès qu'il a été libéré, il est parti comme s'il était en pleine forme. Du coup, ça nous a un petit peu rassurés. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, évidemment. On n'avait pas d'alcool, pas de bétadine pour désinfecter, juste un peu d'eau. En tout cas, on lui a donné une chance. Je ne sais pas si on a bien réagi ou pas. Au final, il y a peut-être des choses mieux à faire. J'espère qu'il vit une vie heureuse maintenant avec ses 3 pattes. Les prochaines histoires seront plus courtes quand même. Là, c'est un peu long, après plus concis. Ce qui s'est passé, c'est que dans ce même village, pas très loin, à quelques mètres, on remarque de la lumière dans une maison. Et c'est là que l'histoire devient vraiment glauque, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à trouver une maison avec de la lumière dans ce village abandonné, dans la forêt, recouvert d'herbes, au milieu de nulle part. Déjà que l'électricité court encore dans le village, c'est étonnant, mais qu'il y ait carrément de la lumière dans une pièce, ça l'est encore plus. Surtout qu'en s'approchant et en regardant par la fenêtre, qu'est-ce qu'on voit sur le sol? Un corps qui gît. Il est à peu près 1h de l'après-midi. C'est quand même assez étrange que quelqu'un dorme à cette heure-ci, d'autant plus avec les rideaux et les volets ouverts en grand et la lumière allumée. Donc encore une fois, on se retrouve juste quelques secondes littéralement après la libération du furet dans une nouvelle situation où on ne sait pas quoi faire. On regarde par la fenêtre, il n'y a pas de mouvement. La chambre est vraiment dans un bordel monstre, il y a des tas d'ordures partout, mais en regardant de plus près, on a l'impression que c'était juste une personne qui était en train de dormir. On avait l'impression qu'elle était allongée sur un futon, la couleur de ses pieds avait l'air normale, enfin ça n'avait pas l'air d'être une personne décédée ou en détresse, mais c'est quand même extrêmement étonnant de voir une personne, même si elle dort, dans ce village abandonné. Et là, Ben s'est rappelé qu'il avait lu sur internet qu'une personne vivait encore dans ce village, mais c'est une information qui datait d'il y a plusieurs années. Donc dans sa tête, pour lui, la personne était déjà partie depuis longtemps, qui serait restée encore des années plus tard, toute seule au milieu de nulle part, comme ça, comme un ermite. Comment tu peux survivre ici déjà, c'est la question. Après réflexion, on s'est dit que en fait, cette personne devait tout simplement être la dernière personne du village, l'ermite qui vivait ici reclus. Donc on a décidé de ne pas aller frapper à la porte, de ne pas sonner à la maison pour ne pas le déranger, mais par précaution, on a quand même pris une photo par la fenêtre pour voir si quand on repasse plus tard, les pieds avaient bougé ou pas. Et en fonction de ça, on aurait réfléchi sur le chemin du retour à une façon de rentrer dans la maison ou peut-être prévenir les secours en cas de problème. Mais on n'était pas non plus paniqués. Pour nous, jusque-là, c'était juste une personne qui dormait dans un endroit bizarre à une heure bizarre. On reprend notre ascension vers l'école, on traverse le village. L'ascension se passe plutôt difficilement parce que le chemin qui mène vers l'école, il existe encore, mais on le voit, on le discerne à peine, donc on trace vraiment en ligne droite et c'est assez pénible. L'école est vraiment pas mal, très endommagée par le temps, c'était une école en bois, mais il reste beaucoup de choses à voir dedans. Il y a un petit temple aussi qui est rattaché à l'école, donc ça fait quand même un petit complexe à visiter, donc c'est très sympa. Et au bout de peut-être 2 heures, on redescend vers le village, on regarde finalement par la fenêtre pour voir si les pieds ont bougé, et après 2 heures,
les pieds avaient bougé. Donc c'était bien ce qu'on pensait, la personne qui était là, c'était bien quelqu'un qui dormait simplement. En redescendant le chemin, on a fait le tour du village pour accéder à l'entrée de la maison. On a vu qu'il y avait du linge qui pendait devant la maison. Et après, sur le chemin du retour, on s'est rendu compte que dans la voiture dégueulasse qu'il y avait en bas, il y avait certains papiers qui étaient assez récents, qui dataient de juste 2 jours, je crois, avant qu'on arrive. Donc il y a quelqu'un qui vit dans ce village abandonné. C'est assez extraordinaire. C'est pas la première fois que je visite un village abandonné au Japon et que j'entends qu'il reste une personne qui vit là-bas ou qui utilise les lieux d'une façon ou d'une autre, mais ça s'est jamais confirmé, c'était tout le temps des histoires qui dataient de 5, 10 ans, je sais pas, et au final la personne était partie parce que tu peux pas maintenir un village en activité tout seul, et là non, la personne est restée. C'est une histoire qui je trouvais assez sympa. Alors pourquoi cette vidéo n'est jamais sortie sur la chaîne Ici Japon ? Eh bien, comme vous le voyez déjà, j'ai pas de belles images, j'ai tout tourné avec soit ma petite Osmo Pocket qui est toujours dans ma poche, soit avec mon smartphone. J'avais pas ma grosse caméra, je l'avais laissée dans la voiture, et la raison pour laquelle j'avais fait ça, c'est que le premier lieu qu'on a visité, les trains ayant été un échec, et le deuxième lieu étant une école, et je vous ai déjà montré pas mal d'écoles, je me suis dit, bon, il n'y aura pas forcément matière à faire une vidéo, autant que je voyage léger et que j'en profite. Et en fait non, l'exploration entre le chemin épique pour monter à l'école, tout ce qu'on a vu dans le village, l'école elle-même, je pense maintenant qu'il y avait vraiment matière à faire une bonne vidéo d'exploration, de mettre une bonne ambiance angoissante, poser pas mal de questions et tout, il y avait de la réflexion, donc ça aurait pu être intéressant si ça avait été bien filmé. Donc clairement, j'ai loupé une occasion, c'était une erreur de ma part. Après réflexion, maintenant, ça aurait pas été facile à filmer non plus, je me vois mal filmer quand on coupe la patte d'un animal et tout, enfin, je suis pas forcément dans cet état d'esprit, et puis c'est pas des choses qu'on peut montrer non plus facilement à la caméra, mais il y avait quand même matière à faire quelque chose, et j'ai foiré. Deuxième histoire, elle va être beaucoup plus rapide, cette fois nous sommes en décembre 2018, je voyage en France avec Link, mon fils aîné, pour aller voir ma famille, tout simplement. Durant mon voyage qui dure une dizaine de jours, j'ai pas mal de temps libre et je me suis dit, il faut que je mette ça à profit pour faire une vidéo. Mes parents habitent dans la Creuse et je me lance pour défi de faire la meilleure vidéo possible sur la Creuse. La Creuse, c'est un endroit où il n'y a pas forcément grand chose, où il se passe pas grand chose, donc je me suis dit, ça va être un challenge, je vais essayer de faire une vidéo intéressante sur la Creuse. Je cherche des idées, je rencontre des gens, je vais dans plusieurs villages pour prendre des plans un petit peu sympathiques. Et au final, après avoir beaucoup réfléchi, j'ai décidé de garder juste le meilleur. Donc voici ce que ça donne. Pour vous, mesdames et messieurs, la Creuse. C'est tout! Je n'ai absolument rien trouvé d'intéressant à faire en Creuse. Je dirais que la faute est partagée entre la Creuse, où vraiment c'est mort, et moi qui n'ai pas réussi à faire un truc intéressant avec ce que j'avais. J'ai toujours pensé que peu importe l'endroit où j'étais, je trouverais de la matière pour faire une vidéo intéressante. Je me suis planté, là voilà, j'ai pas réussi, c'était un échec. J'ai pas mal de rush, peut-être 3-4 heures étalées sur plusieurs jours, mais je trouve ça vraiment pas intéressant du tout. Et si c'est nul, je poste pas sur la chaîne, tout simplement. Avant de passer à la troisième histoire, il faut que je vous parle un petit peu de la Candy-san Box. C'est notre box mensuelle de friandises et de snacks qu'on expédie chaque mois depuis le Japon. Tous ceux qui sont abonnés participent au financement de ces vidéos et du coup aux échecs aussi de ces vidéos. Et chaque mois, on tire au sort un abonné de la box pour lui offrir un beau cadeau. Et dans la prochaine box, ce qui est à gagner, c'est un siège gaming Kersus. C'est un lot qui est offert par Kersus eux-mêmes, donc merci beaucoup à eux de participer. Kersus, ils permettent de personnaliser son siège. Du coup, ils nous ont fait un siège personnalisé Candy-san Box. Donc c'est un lot unique qui est à gagner, un lot qui va valoir certainement des millions de dollars d'ici quelques anannées. Donc voilà, un siège Kersus qui je pense s'affiche par là, qui est à gagner dans la prochaine Candy-san Box. Vous avez jusqu'au 20 de ce mois-ci pour vous abonner. Et le mois d'après, ce sera un autre cadeau. Merci encore Kersus et vidéo numéro 3. Cette petite capsule, ça va être l'occasion de vous parler de quelque chose dont j'ai envie de vous parler depuis longtemps au Japon. Nous sommes le 1er janvier 2019, et avec ma petite famille, on part en quête de Fukubukuro. Les Fukubukuro, ce sont des pochettes surprises, appelons ça comme ça. Les 2 ou 3 premiers jours de chaque année, pas tous, mais beaucoup de magasins japonais proposent ces pochettes surprises, et à l'intérieur, du coup, c'est une surprise, tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais tu sais que tu vas en avoir pour peut-être 2 fois, 3 fois ton argent. Si tu payes une pochette surprise 100 €, tu es sûr que dedans, tu en as pour 200, 300, 500 € d'accessoires, de matériel, de vêtements, peu importe. C'est vraiment un truc énorme au Japon, surtout depuis ces dernières années, et je me suis dit, je vais acheter les plus populaires, et puis avec ma petite famille et Louis, on va déballer ça sur TV Louis. Ça fera une petite vidéo genre unboxing, mais qui est vraiment pas connue et qui nous donnera l'occasion de parler un petit peu de
cette partie de la culture japonaise. Je me lance en quête des fameux Fukubukulo. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne s'est pas passé comme prévu. Le Fukubukulo le plus populaire, c'est celui de Apple. Apple, ils mettent des trucs tellement bien dans leur sac. Tu payes ton sac à peu près 300 $. Déjà, il est présenté dans un sac à dos et pas un sac en papier de merde. Et dedans, tu trouves du matos Apple, des casques Beats. Et dedans, tu as pas mal de chances d'avoir même un iPhone, un iPad, un MacBook. Qui a dedans vraiment la valeur est énorme comparée aux 300 €, 300 $ que tu payes au départ. Le succès est tel qu'il y a la queue devant le magasin la veille du 1er janvier. Peut-être les premières personnes arrivent peut-être même 2 ou 3 jours avant, c'est énorme. Et ces dernières années, le pack a fait énormément de mécontents parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient pendant des heures et des heures et qui arrivaient à la caisse s'entendaient dire que il y avait plus de sacs, ils peuvent pas distribuer non plus 50 000 Mac à 300 $, ça se comprend. Donc ils ont arrêté, je sais pas si c'est cette année ou l'année dernière, de faire le Fukubukulo Apple. C'est une grosse déception, même si je suis pas un fanboy d'Apple, pour le fait de, j'ai jamais fait la queue pour un truc comme ça au Japon, donc le fait de faire la queue et tout, de participer à l'ambiance et de déballer ça en vidéo, ça me paraissait bien, ça s'est pas fait. Alors je me suis dit que j'allais me rabattre sur les Fukubukulo de Yodobashi Camera, c'est la plus grande enseigne d'électronique du Japon. Ils font des trucs vraiment solides aussi avec des PC portables, des appareils photo à l'intérieur et tout. Mais il faut s'inscrire sur internet et réserver plusieurs jours à l'avant, ce que j'ai pas fait parce que c'est chiant. Toutes les marques un petit peu intéressantes, enfin du moins populaires, comme Starbucks par exemple, ont fait un système de réservation en ligne. Je trouve pas ça terrible, donc c'était un échec. Finalement, avec ma famille, on se dit dernier espoir, on va aller dans un centre commercial pour aller dans les Pokémon Center et les Disney Store parce que les Fukubukulo Disney et surtout Pokémon ont une super bonne réputation. Je crois que tu as 5 fois la valeur dedans en peluche et tout. On est arrivé le matin du 1er janvier assez tôt et déjà il n'y avait plus rien dans les rayons. Pas un seul Fukubukulo à se mettre sous la dent. Les seuls qu'on aurait pu trouver, c'est des trucs de fringues, machin. Ça m'intéresse pas du tout. Du coup, voilà, ça se fera pas. Nouvel échec. Notre 4e histoire nous amène dans les montagnes japonaises au cœur de l'hiver. Celle-ci, je ne vais pas vous la commenter, je vous ai fait une petite compilation qui dure 2-3 minutes de la journée qu'on a passée à la montagne. Et après, je vous explique pourquoi, j'en ai pas fait une vidéo plus longue, pourquoi ça n'est jamais sorti. Il est 4 h du matin et je suis sur le départ. Oyo! Yoroshiku! Aujourd'hui on part faire une randonnée en raquette, on est au point de départ, il y a de la neige et je filme tout avec une GoPro, donc si c'est pas terrible la qualité c'est parce que c'est filmé avec une GoPro. Nous sommes dans la préfecture de Nagano le 10 février, il fait moins 4 degrés, il est 9 h 20 et on part pour quelques heures. Il y a pas mal de monde au départ mais regardez, c'est déjà magnifique. Aujourd'hui c'est une balade en famille. Derrière moi en jaune vous avez Taka, c'est mon beau-frère, c'est le frère d'Akiko. Yu-chan en bleu c'est le cousin d'Akiko. Nana-chan c'est la cousine d'Akiko. Et Ben que vous connaissez, mon pote photographe, qui est le mari de Nana-chan. Donc on est tous en famille en fait. Let's go. Et l'excitation est à son comble hein. Ça va être une vidéo très contemplative hein, parce que on est juste là pour la beauté du paysage hein. C'est pas forcément l'image que les gens se font du Japon. Et pourtant c'est un pays où la neige est excellente, c'est un pays qui est excellent pour skier, pour la rando, pour tout. Regardez, ça devient presque l'aventure là. Ah, l'odeur d'essence dans la nature, il n'y a rien de tel. Non, en vrai, c'est super cool la motoneige.
Toutes les demi-heures, on change drastiquement de paysage. C'est assez, je vais pas dire incroyable parce que c'est pas magique. Oh, puis le soleil se lève. C'est pas incroyable, mais c'est super agréable. Je viens de trouver dans la neige les traces de passage d'un animal. La seule façon de savoir si ça vient d'un lapin ou d'un renard ou d'un tanuki, c'est de goûter. Et là, ce sont des orangettes. Le petit chocolat chaud dans un décor. Le décor. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures bien plus passionnantes, parce que j'imagine que cette vidéo était... je sais même pas si elle va sortir. Là, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé vraiment au maximum de tout ce que je pouvais pour garder l'essentiel, enfin le cœur de la vidéo. J'ai gardé un petit peu de drone, une petite blague pour conserver un petit peu l'esprit qu'aurait eu la vidéo au final. J'aurais pu faire une vidéo un petit peu plus longue et peut-être un petit peu plus intéressante en mettant plus d'efforts sur le montage. Mais dans l'ensemble, c'est pas génial. Pourtant, on est dans un beau paysage, j'ai filmé toute la journée, donc j'avais pas mal de matière. Et puis, on découvre un Japon qui finalement est peu montré, mais ça n'aurait pas été assez bon pour garder le spectateur. Elle était vide, la vidéo. Et aujourd'hui, sur YouTube, il faut un objectif, il faut qu'il se passe quelque chose. Si je m'étais cassé la jambe, si on s'était perdu, là oui, ça fait une vidéo YouTube. Mais une vidéo rando ou qui est juste contemplative, c'est une vidéo que peut-être certains d'entre vous auraient pu regarder jusqu'au bout, mais en vrai, je pense que la majorité aurait zappé au bout de 1 ou 2 minutes, moi y compris. C'est en Chine que l'on part ensuite, dans les rues de Shanghai, pour un petit vlog, sans prétention, mais un petit vlog sympathique quand même. J'avais une journée de creux entre 2 autres vidéos que j'avais tournées en Chine, et plutôt que de rester à l'hôtel de rien faire, je me suis dit je vais profiter de la ville. J'avais 2 ou 3 choses à faire quand même. Et au final, c'était une journée qui était pas exceptionnelle, mais quand même assez sympa, marrante parfois. Et surtout, elle s'est transformée en un véritable jeu de piste pendant la majorité du temps. Donc ça aurait pu être intéressant en vidéo, pourquoi pas. Regardez un petit peu ce que ça donne. Bonjour à tous, petite vidéo sans prétention que je tourne depuis Shanghai. Là vous êtes dans ma chambre d'hôtel. J'ai des trucs à faire en fait, il faut que j'aille à une agence de voyage pour prendre des billets de bus et de ferry. Il faut que j'aille au magasin DJI parce que voilà, j'ai oublié un petit câble sur la télécommande de mon drone, donc je peux pas m'en servir, il me le faut pour demain, j'espère que je vais réussir à trouver ce que je veux. On est parti et c'est pas souvent que je me déplace sans la grosse caméra avec le monopode, je me sens tout léger, c'est... Ouh. Aujourd'hui et demain, je loge au Ramada Plaza. C'est un hôtel un petit peu haut de gamme qui est situé juste à côté de l'aéroport de Pudong. Et on a beau être dans un hôtel un petit peu de standing juste à côté de l'aéroport, ils parlent même pas anglais. Alors ça, c'est un problème quand on est en Chine, c'est que pour se faire comprendre en anglais, c'est très difficile. Moi je baragouine quelques mots de chinois donc ça aide souvent, mais quand on prend le taxi, quand on veut un renseignement, n'importe quoi, là je lui ai demandé s'il faisait agence de voyage au sein de l'hôtel, si on pouvait acheter des tickets de train, de bateau, de choses comme ça. Elle n'a même pas compris agence de voyage, ni train, ni bateau, ni rien du tout. On vient d'arriver dans le centre-ville, je cherche une agence de voyage, j'utilise Google Maps, normalement ça marche pas en Chine mais moi j'arrive à le faire marcher sans problème. Bon, j'ai pas eu mes tickets, mais je suis tombé sur quelqu'un de très sympathique qui parlait anglais. C'est extrêmement rare, enfin c'est la première fois que ça m'arrive depuis en 2 jours là. La jeune fille m'a envoyé au Shanghai Port International Cruise Terminal, le terminal où on achète les billets pour les bateaux. Elle m'a dit que je pouvais que je pouvais normalement, elle m'a dit que je pouvais en acheter là-bas. Je la crois, on va dire que je la crois. C'est à 24 minutes en train. On est arrivé, regardez comme c'est coloré. Bon, la journée se transforme en vrai jeu de piste. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas du tout là qu'il faut que j'achète les tickets. Apparemment, on m'a renvoyé à une station de bus à Nanpu Bridge. Il est 2 h de l'après-midi. Ça fait déjà 2 h 30 que je suis parti. J'ai encore rien fait. Je suis devant la plus belle vue de Shanghai, je pense. On peut plus y arriver, on peut plus y accéder. Ils ont mis des vitres en verre. C'est con. C'était vraiment le plus bel endroit de la ville. Et maintenant, c'est le plus bel endroit de la ville derrière une glace.
T'as vu le béton frais là partout? Je viens de mettre le pied dedans. C'est pas indiqué que c'est du béton frais, il pourrait mettre un... Bref. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé où acheter les billets pour aller demain là où on veut aller. C'est une île, donc il faut prendre le bus et après le bateau. Il faut partir demain à 7h15, mais les tickets, je pourrais les acheter que demain. Les tickets, on peut pas les acheter en avance parce que apparemment il y a des typhons. Enfin, si le temps est pas bon, on peut pas partir. Et le ticket du retour, il faudra qu'on l'achète une fois sur l'île. Donc j'espère qu'on pourra acheter le ticket du retour aussi facilement que le ticket de l'aller. Enfin facilement entre guillemets, parce que sur le chemin du retour après on rentre et direct on prend l'avion, donc si on peut pas rentrer au bout d'une journée, on est baisé. La prochaine étape aujourd'hui, c'est le magasin DJI pour aller chercher ma pièce, enfin mon câble pour le drone. Je sais pas dans quel quartier on est, mais je vois pas mal d'étrangers, il y a que des belles bagnoles. Là c'était une Audi, mais je viens de voir passer une Porsche suivie d'une Maserati, suivie d'une Mercedes, suivie d'une Lexus. Voilà, donc on appelle ça carrément Rich Gate, la porte des riches. Et là tu as un magasin de voitures où ils vendent une seule voiture. Il est là, le magasin DJI. Putain, c'est ouf, il y a vraiment tous les accessoires, les petites protections pour les objectifs et tout, il y a tout quoi. Et c'est la nuit. Je rentre dans un magasin DJI pour acheter un câble et je ressors, vous ne voyez rien, avec un Ronin S, un stabilisateur pour caméra. Il coûtait 20 000 yens de moins qu'au Japon, 150 € et en plus je récupère genre 9% de taxes dessus. Donc je gagne 200 € facile et en plus je l'ai tout de suite, je peux l'utiliser dès demain pour la vidéo qu'on va faire demain, je peux essayer. Donc très content. Alors, quel est le problème avec cette vidéo? Analysons ça. Sur le fond, on est d'accord, c'est pas génial. C'est un simple vlog à Shanghai, c'est assez pauvre en fait. Mais j'ai quand même passé une journée où il y avait pas mal de trucs sympas, des trucs intéressants à découvrir, des passages drôles, quelques rebondissements. Et au final, je pense que j'aurais pu monter une vidéo à la fois drôle et ludique, peut-être à la façon d'un guide de survie de la Chine, en donnant quelques infos, en apprenant quelques mots de chinois. Enfin, je pense qu'il y avait quand même quelque chose à faire, j'avais une petite idée en tête, et bon, pourquoi pas. Mais, et c'est un grand mais, la qualité est à chier. J'ai tout filmé avec ma petite caméra de vlog et autant le son que l'image est vraiment nul. J'avais tourné aussi quelques plans de coupe en 4K que j'aurais pu utiliser pour illustrer un petit peu. J'aurais pu mettre aussi quelques animations pour que ça rende un peu plus joli. Mais au final, ça aurait fait très cache-misère. Le fond de la vidéo était vraiment trop dégueulasse. Alors je cherche pas à faire un truc exceptionnellement beau avec une qualité sonore de studio dans toutes les vidéos, loin de là. Mais là je trouvais ça vraiment trop mauvais et ça aurait fait vraiment trop rafistolage, enfin le fond du truc était pas bon. Donc poubelle. Enfin, poubelle de recyclage, hein, puisque je vous montre quelques extraits, ça n'est pas totalement gâché. La prochaine vidéo a été tournée il n'y a pas si longtemps et je suis avec un guest, avec Shishune, qui était de passage au Japon. On a décidé de prendre une journée comme ça, journée campagne. On est monté dans la voiture et on est parti à l'aventure. En plus, ça rime. Bonjour, je suis en présence de Shishune. Coucou. Il est au Japon pour la 3e fois. C'est ça. Ta chaîne s'affiche quelque part, hein. Allez voir si vous ne connaissez pas, c'est un youtubeur mais qui est plus connu que moi, donc forcément je vais pas vous en parler trop longtemps ici. Tu vas me rattraper. Ne fais pas le modeste. On est à Saitama. Comment on a dit que ça s'appelait? Sakitama Laisse-moi 2 secondes. Je vais trouver ça. On sait pas trop où on est en vrai. On est à 3 heures de voiture de Tokyo à peu près. Et on est parti visiter ce qu'on appelle un Kofun. Et il y a des barrières partout. Et on ne peut pas accéder au Kofun en fait. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un Kofun peut-être en illustration. Maintenant. Les Kofun sont des monuments funéraires japonais datés d'entre le 3e et le 7e siècle. Un style caractéristique est le Kofun en forme de trou de serrure. Leur taille varie de quelques mètres à plus de 400 mètres. Ok, ça c'est fait. Et pour vous dire ce que c'est quand on y est, eh ben, ça ressemble en fait à des buttes comme ça. Alors c'est pas ouf, hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est une dune. C'est une dune d'herbe. Mais bon, on se dit qu'il y a une histoire sous cette dune. On a devant les yeux en fait d'énormes tombes. Alors je sais pas s'il y a vraiment des restes à l'intérieur ou quoi que ce soit. Normalement c'est entouré d'eau, mais là vu qu'il fait 38 degrés, peut-être qu'il y a moins d'eau hein, quand il fait chaud. C'est assez impressionnant si tu dis que c'est une tombe qui fait 138 mètres de long. Mais en vrai, ça fait 6 heures de route aller-retour. Est-ce que ça les vaut?
Bah, il y a le poulet qu'on a mangé sur la route qui valait le coup. On a mangé un poulet. J'ai noté l'adresse sur mon Google Maps. On a mangé peut-être le meilleur poulet du Japon. J'exagère un peu, mais... Oh, oh, putain, il y en a partout, regarde. Donc ça, c'est la première araignée qu'on a vue. Et regarde. Ah putain, j'ai un truc qui me touchait les... C'est horrible. Petit chounet, là on vient de découvrir une race d'araignées qu'on connaissait mais pas du tout. Et on en a vu, je sais pas, peut-être une dizaine, juste là en l'espace de 5 mètres. Elles sont un gros abdomen jaune fluo partout. Elles sont belles en fait, elles sont magnifiques. En fait, il y a plein de toiles d'araignées qui sont... Ah ouais, t'as raison, c'est que des toiles d'araignées. On va appeler ce tombeau le tombeau des araignées. Ce qu'on vient de se prendre, ça s'appelle kakigori, c'est de la glace pilée. Et j'allais dire du verre pilé, ça n'a rien à voir. Pas le même goût, je pense. Et dessus, on a un sirop au choix, on a tous les deux pris pêche. Franchement, ça passe. On est parti à l'assaut. Est-ce que je suis focus? Pas du tout, hein, évidemment. On part à l'assaut d'un second kofun qui fait 105 mètres de diamètre. Et celui-ci, c'est le plus grand kofun circulaire, merci, du Japon. En espérant qu'il y ait une belle vue à la fin. Que la vue soit méritée. Parce que c'est haut. Il fait bon. C'est meilleur, il y a du vent. On respire un peu plus. Voir si on trouve d'autres morceaux de poulet en route peut-être. Ouais, je suis d'accord, et quelques boissons peut-être. Et ouais, de l'eau. Et de l'eau. Et ben écoutez, bonne journée. Et puis si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Des gros bisous. Si vous êtes en vie, bonne vie. Pourquoi n'est-elle pas sortie cette vidéo? Eh bien parce qu'elle est tout simplement trop courte. Dès que j'ai allumé la caméra, en vrai, je savais qu'il y avait peu de chances que ça fasse une vidéo, mais on était sur... j'avais envie de partager ça en vidéo. Les kofuns, je découvrais, je me suis dit que peu de gens certainement connaissaient. Et voilà, donc c'est dans cette vidéo. Je ne sais pas comment je m'en serais servi autrement. Vidéo suivante, c'est la numéro 5, 6. On me dit à l'oreillette que c'est la 7e, l'avant-dernière donc. Je vous avais prévu dès le début que ce serait long, hein. Cette fois, nous sommes à Shin-Kimura. C'est un village assez spécial au Japon. C'est le premier village autonome du pays. C'est-à-dire que c'est le village d'une communauté qui vit en autarcie, qui a ses propres récoltes, sa propre énergie. Et cette année, justement, ils fêtent leur centenaire. Mais c'est un centenaire, vous allez voir, qui s'avère être un petit peu malheureux. Je pense que les fondateurs du village avaient espéré quelque chose de beaucoup mieux pour l'avenir. C'est l'ambiance qu'on a dans un village japonais qui est quasiment abandonné. Je me trouve dans un village qui n'est pas un village abandonné, mais à peu près partout où on regarde, il y a des maisons abandonnées. Donc pour la balade, je me balade avec Ben, avec qui je fais tout le temps des Excite. Alors je sais pas si on va explorer des trucs ou rien, mais c'est histoire de voir comment est ce village, quoi. Il y a quelqu'un qui travaille là-bas. C'est assez marrant de voir qu'il y a quand même des gens qui travaillent tout le tour du village, c'est bien entretenu, il y a des rizières et des champs. Waouh! On a rencontré un local qui nous a confirmé que le village, enfin du moins, c'est un village qui est inclus dans une grosse commune, et ce village, il est en train de mourir. Il y avait 90 personnes il y a quelques dizaines d'années, et là il nous a dit, enfin moins d'une vingtaine de personnes, je sais plus s'il a dit 15 ou un truc comme ça. Et les gens qui restent s'occupent vraiment de tout ce qui reste en bâtiment et en commune, parce que si vraiment ce village devient abandonné, il y a des chances que la province décide de faire passer l'autoroute ici, dans ce champ derrière moi. Donc ils le maintiennent avec du riz, avec des cultures, avec... C'est un des endroits les plus silencieux dans lesquels j'ai jamais été. Enfin, il y a du bruit, mais le bruit du vent, de la nature, on n'entend personne. Comme je le disais, c'est pas totalement abandonné. Ce qu'il y a là, c'est l'usine qui sert à transformer le riz qu'ils récoltent. Elle est encore en activité. Il y a aussi de la place pour du bétail. Derrière moi,
c'est là qu'ils entreposent le bois qu'ils coupent. On voit qu'ils sont vraiment, c'est pas un très grand village, mais ils ont vraiment tout. Ils ont l'énergie solaire, le bois, le charbon, le riz, le thé. Ils ont leur petite vie coupée du monde. Et pourquoi une vidéo consacrée à ce village n'est pas sortie? Alors déjà, est-ce que c'est intéressant? C'est la première question. Moi, je pense que oui, il y avait de quoi faire un truc intéressant, mais beaucoup de gens quand même n'auraient pas embarqué dans le trip, à mon avis. Enfin, pas sur Ici Japon en tout cas. Mais c'est même pas la raison pour laquelle cette vidéo n'est pas sortie. La raison, c'est que la découverte de ce village, c'est juste une partie d'une journée d'exploration qu'on a fait avec Ben. Au début, quand on part pour une exploration, on ne sait pas si on va tomber sur des lieux malade et qu'on va pouvoir faire plein de vidéos, ou si ça va être que des petits lieux qui pourront être sympas, mais chacun d'entre eux ne seront pas suffisants pour faire une vidéo. Donc je suis parti dans l'idée de me dire on va faire une journée Excite, mais ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on avait fait dans la matinée, les lieux qu'on a fait dans la matinée étaient tellement ouf que ça va me faire non pas une mais 2 vidéos, et le village en lui-même, eh ben, je ne peux pas le coller aux autres vidéos parce que ça n'a rien à voir, et tout seul c'est pas assez. Et on passe au dernier. Merci pour ceux qui sont encore là, parce que ce dernier projet, enfin cette dernière vidéo, c'est celle qui me tient le plus à cœur, et c'est là où je suis le plus déçu en fait, que ce soit pas une vraie vidéo, et je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Donc cette vidéo, c'est vraiment la plus lourde de toute la série. C'est quasiment 3 jours et 2 nuits de tournage. Nous sommes dans les Pyrénées, entre la France et l'Espagne, et je suis accompagné de 2 aventuriers, Thibaut et Loïc, qui font partie du team Nuorek. Ils ont une chaîne YouTube Nuorek, et ces 2 gars, ce qu'ils faisaient quand on s'est rencontrés, c'est qu'ils préparaient un trip de 1 mois et demi, je crois, en Norvège. Et leur objectif, c'est de longer les côtes de la Norvège sur un tout petit catamaran qui fait 2 mètres sur 2 mètres, et de partir aussi à l'ascension d'un des sommets du pays. Bref, c'est une aventure. Quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, il faut que je les rencontre, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Parce que en fait, c'est ça qu'il faut sur YouTube. C'est des gars qui ont vraiment une aventure pour eux, qui montrent en vidéo, et pas des gens qui, moi y compris, je l'avoue, pensent à un projet pour le montrer en vidéo. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé 3 jours ensemble dans la montagne. Pour moi, c'était vraiment l'aventure, et voilà comment c'était. La randonnée qu'on a faite, vraiment, pour moi, c'était épique. Pour eux, c'était juste une sortie pour s'entraîner, pour tester le matériel. Moi, c'était surtout l'occasion de me ruiner les pieds et de cracher mes poumons. Mais c'était exceptionnel pour moi. Ça va, vous allez bien? Pas de bobo? Attends. Ça faisait à peine 2 heures qu'on était partis, les paysages étaient déjà superbes. Je pense que ça nous promet, il fait beau, en plus il a plu pendant 3 jours, bordel, et là, grand ciel bleu. Donc je pense on est pas mal. On est pas bien. On est très bien. Non, je déconne. Et on tombe sur un fort de guerre abandonné. Il était vraiment grand, on l'a exploré autant qu'on pouvait. On a descendu les centaines et les centaines de marches qui nous menaient tout en bas. Je pense que la remontée va plus nous casser les jambes que toute la rando qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ah, je vois le fond, je vois le fond. Ah non, pas du tout en fait. Okay. On est monté tout en haut sur le toit. Voilà. Oh, t'as raison. Donc on aille à notre point de campement, je pense encore 2-3 km. Beaucoup de vent. Et après une courte pause, on a repris la route. On va dormir juste au niveau du petit carré vert qu'on voit là-bas, à côté de la rivière et à côté des arbres pour pouvoir faire un petit feu. Et surtout pour pouvoir se ravitailler en eau pour la bouffe. Le premier campement qu'on a fait, c'était dans un cadre magnifique. Il n'y avait absolument personne. On était entouré de montagnes, à côté d'un petit ruisseau. C'est là qu'on a monté la tente, enfin qu'ils ont monté la tente, hein, parce que c'est eux qui s'entraînaient à gérer le matos. Alors moi, je pourrais aider, mais là déjà, je tiens la caméra, ce qui est un travail. Hein. Et puis c'est eux qui s'entraînent à monter la tente, hein, qui partent en expédition, c'est pas moi. C'est bon les gars, ça vous en sortez? Ouais, tranquillement. Hein.
Ça avance, ça avance. Du coup, pourquoi on a mis l'ouverture dans ce sens-là? Du coup, là, on a le vent qui arrive, qui arrive de la vallée comme ça. Donc, on la met pas complètement dos au vent. Parce que sinon, si on fait un feu ici, il vaut mieux que le vent pousse la fumée vers l'extérieur. dans la tête, quoi. Et donc, du coup, là c'est là où on a vraiment le moins de vent. On a fait un petit feu, on a mangé, on a discuté, on a écouté de la musique. Franchement, c'était génial. Qu'est-ce qu'on a? Riz et poulet au curry, purée de pommes de terre au bœuf, semoule aux légumes, pâte à la bolognaise. Putain, vous avez pris, il y a le choix. Pomme banane façon crumble, oh, muesli au chocolat. De mon côté, j'ai ramené 6 tranches. On est en Espagne, hein, du coup, le premier truc où tu t'arrêtes, une station essence. Du jambon de pays, du chorizo, des barres protéines, des haribots pour le dessert et évidemment vous les attendez tous, les rations Candysan. Alors j'ai pris une petite sélection de soupe et puis on a des pâtes, du riz. Est-ce que c'est bon ça en vrai? Ça va, c'est pas mauvais. Mais après, à mon avis, Candysan sera meilleur, ça c'est sûr. Voilà, merci. Je sais pas si vous vous rendez compte du bonheur que c'est de se reposer et surtout de manger chaud après une journée comme ça de marche dans la montagne, un petit peu dans le froid. C'est vraiment le bonheur ultime. Après une nuit dans le silence total, on se lève, on prend un petit déjeuner, on observe le paysage, on voit des animaux qui passent. Bonjour, il est 6h30. J'ai aucune idée de si j'ai bien dormi ou pas bien dormi. En tout cas, il faisait bien chaud dans la tente là. Quand on sort, on se rend compte que dehors il fait super froid et à l'intérieur il fait vraiment bon. Je vous ai dit qu'il était 6h30. Ouais. Putain, faut se réveiller là. Ah, le pomme banane, c'est vraiment une tuerie. Enfin, c'est vraiment ouais, ça c'est super bon. Super bon. C'est un genre de compote, alors que le fail c'est le raisin. Le raisin qui est vraiment pas ouf. Muesli au raisin. Muesli au raisin. Les raisins sont un peu à l'ancienne quoi. C'est les rations quoi, Décathlon? Ouais, c'est Décathlon. Donc ration petit déjeuner Décathlon, privilégié le pomme banane. On a tous aimé. Puis muesli chocolat, je trouve ça pas mal aussi pour changer, tu vois. La randonnée reprend, la deuxième journée c'est vraiment la plus difficile. Après à peine peut-être 2 heures de marche, on est devant notre premier challenge qui est la neige qui n'était pas prévue. Ouais, du coup là on a un petit dilemme. Là on a déjà des pentes qui sont bien enneigées, on est qu'à 2000 mètres. Et le problème c'est que le col qu'on doit passer est à 2004. On est mi-mai, il n'y avait pas de neige il n'y a pas longtemps. Et normalement il ne devrait pas y avoir de névé à cette époque-là de l'année. Donc comme on n'a pas les crampons, on va voir. On va voir comment on tient dessus. Mais si ça glisse trop, ben on va redescendre. On est moyennement rassuré, mais on s'engage prudemment. Il suffit d'un faux pas et on glisse sur les fesses pendant des dizaines et des dizaines de mètres, peut-être même qu'on ne s'arrête pas. Mais on est prudent et finalement ça passe. On enchaîne les prochaines heures un peu comme ça, entre neige et petite pause pour profiter du paysage et manger. Et on arrive enfin au sommet. Et le sommet, pareil, énorme kiff hein, après tant d'efforts. D'avoir une vue magnifique des deux côtés de la montagne. Col de la Moleta, 2400 mètres, du vent. Ça fait du bien, ça fait du bien. Tout en bas là-bas c'est notre destination, c'est là qu'on arrive demain matin. Mais c'est pas en ligne droite, hein. On va faire un bon détour dans la montagne. Ça va faire un petit replat comme ça. Ça pourrait être intéressant. On passe une seconde nuit dans la montagne et le lendemain, départ pour notre objectif final. Parce que oui, c'était pas une simple randonnée, on voulait vraiment aller quelque part. Ok, il est 7h du matin, 7h05. On vient d'atteindre finalement notre objectif après 2 jours. C'est là qu'on veut aller. Je sais pas si on va pouvoir y aller, mais c'est là qu'on veut aller. C'est bon, il n'y a personne. Ouais. On est en train de s'approcher d'une station de train abandonnée qui n'est pas n'importe quelle station de train abandonnée,
C'est peut-être la plus belle station de train abandonnée du monde. Elle est dans ce petit village d'Espagne. Alors je dis abandonnée, il y a quand même des trains qui circulent fréquemment. Mais la station elle-même a été fermée, je pense qu'il reste juste un petit guichet ou quelque chose comme ça. Parce que la station est tellement énorme, en vrai, qu'elle était beaucoup trop grande pour le village. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont en train de la rénover. Alors ça fait partie d'un plan de sauvegarde du patrimoine national espagnol parce qu'elle est vraiment magnifique. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment l'intérieur de la gare, puisque je pense qu'il a été vidé, mais c'est l'extérieur avec notamment ces trains abandonnés un peu partout. Faut qu'on aille par la gauche, là-bas, c'est ouvert. Ouais. Ils ont mis des grillages pour protéger tous ces wagons qui sont entreposés là, donc en vrai on pourrait passer au-dessus, on pourrait passer en dessous, mais étant donné que quand c'est fermé comme ça, qu'il n'y a pas d'entrée, moi j'aime pas rentrer quand c'est pas vraiment ouvert. Surtout que là bon, c'est en travaux, donc on veut pas déranger. En revanche, il y a quand même des trains qui sont laissés à l'abandon sur les voies. Ceux-là on peut les visiter, on va aller les voir. C'est la fin de cette exploration. Nuorek, Thibaut, Loïc, abonnez-vous à leur chaîne. On a fait une vidéo ensemble sur leur chaîne également. Allez voir ça. Les gars, on dit au revoir. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que cette vidéo n'est jamais sortie alors que je l'ai tournée? Pourquoi cette vidéo n'est jamais sortie alors que je l'ai tournée il y a déjà plus de 3 mois? Eh bien l'explication va peut-être vous paraître étrange, mais la voici. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire une bonne vidéo. J'ai énormément de rush, des paysages très sympas. Il y a une partie exploration entre le fort qu'on a vu et d'autres petites installations aussi qu'on a trouvées. Il y a un objectif final qui est vraiment aussi très sympa et que j'avais envie de découvrir depuis longtemps. En plus, il y avait Thibaut et Loïc qui m'ont montré et appris plein de choses. Franchement, c'est une des meilleures aventures que j'ai faites ces derniers mois. Mais il manquait quelque chose, il manquait une histoire. Je ne savais pas comment raconter cette histoire. C'est pas la première fois que ça m'arrive, ça m'arrive régulièrement de stocker une vidéo pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois jusqu'à ce que je trouve une petite idée originale ou une façon de présenter originale. Souvent, ça se transforme en une vidéo troll, mais là, j'avais pas envie de faire un troll et aussi j'étais un petit peu pressé par le temps parce qu'ils sont en train de vivre leur aventure, ils sont en train de poster leurs vidéos. Et franchement, j'ai envie de vous parler d'eux avant que leur aventure touche à la fin, que vous puissiez participer et vivre un petit peu ça avec eux. Et ce téléphone m'énerve, Et voilà, c'est l'explication de pourquoi cette vidéo n'est pas sortie. La bonne nouvelle, c'est que eux, de leur côté, ont fait une vidéo, ils l'ont vraiment sortie, elle est disponible sur leur chaîne depuis peut-être déjà 2 mois. Je vais vous mettre le lien dans la description, allez les voir. C'est des gars qui sont, comme énormément de youtubeurs, vous allez me dire, totalement ignorés de l'algorithme YouTube. Allez jeter un œil, franchement ils mettent beaucoup d'efforts et beaucoup de cœur dans ce qu'ils font et pour eux, ça peut tout changer d'avoir quelques milliers de personnes qui regardent leurs vidéos parce que ça peut leur permettre vraiment de trouver des sponsors et des gens qui les aident pour leurs prochaines vidéos parce qu'ils sont super jeunes, ils ont encore plein de projets comme ça à mettre en place. Donc voilà, je trouve que c'est assez important ce genre d'appel sur YouTube. Jetez un œil, peut-être c'est pas du tout votre truc. Moi je trouve ça hyper sain sur YouTube comme vidéo, donc j'encourage à fond et j'espère que j'aurai l'occasion de participer avec d'autres youtubeurs comme ça. Ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir de les rencontrer. On travaillera sur d'autres projets. Cette fois je penserai un petit peu à l'histoire à l'avance et ça sortira sur la chaîne, c'est sûr. Voilà, c'est déjà fini. Si vous êtes encore là, merci d'être resté jusqu'au bout, ça me fait super plaisir. La prochaine vidéo, comme d'habitude, sera totalement différente. Ce sera un X-Sight, il sera exceptionnel celui-là. Vraiment, j'ai tellement hâte de le monter et de vous le montrer que soyez au rendez-vous.